Bonjour à tous déjà. Merci d'être restés jusqu'à la fin de la journée. Je sais que c'est parfois éprouvant de faire une journée de conférence. Donc c'est cool. Je me présente, je suis Gérard Paligo, je suis Mobile Staff Engineer chez Decathlon. Je suis aussi Google Developer Expert pour Android. Et je suis hyper content d'être là parce que c'est la première fois que je présente un sujet qu'on a construit à Decathlon et qu'en plus on a rendu open source. Donc je trouve ça trop cool. Juste comme ça, là, vite fait à main levée, quelqu'un a déjà entendu parler de vitamine ici ou pas? Ok, très cool. Pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est, parce que vous êtes quand même assez nombreux, vitamine, c'est un design system qui est cross-platform. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est disponible en plusieurs implémentations, avec une implémentation Figma qui est dédiée pour les designers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe où dans le monde, parce que l'implémentation Figma est aussi open source, un designer peut venir récupérer la librairie qu'il souhaite, parce que la librairie Figma est disponible pour le web, pour Android et pour iOS aussi. Il peut venir construire des interfaces avec Vitamine. Et après, on a des implémentations qui sont plus techniques, avec la version web, la version Android et la version iOS, qui sont chacun disponibles en plusieurs variantes. Donc vous voyez, pour le web, j'ai du CSS, Svelte, Vue et React. Pour Android, j'ai du XML et du Compose. Et pour iOS, j'ai du UIKit et du SwiftUI, qui ont tous leur niveau de maturité qui diffère, parce que ce sont des équipes de développement différentes qui contribuent dans toutes ces variantes. Vitamine, c'est un design system. Il suit du coup quelque chose que vous devez connaître si vous vous intéressez un peu au design system ou à l'UI de manière générale. C'est l'atomic design. Pareil, à main levée. Il y a quelqu'un qui ça parle l'atomic design? Ok, déjà beaucoup plus. Très cool. Donc je vais enfoncer des portes ouvertes. Atomic design, c'est quoi? C'est séparé en différentes catégories. On a d'abord les atomes, qui sont nos éléments les plus petits possibles. Donc là, ici, j'ai les typographies, les couleurs, je peux avoir aussi les shapes, etc. À partir de ces atomes, je vais venir construire des molécules. Donc c'est par exemple un bouton qui est une couleur de fond avec un texte par-dessus. J'ai ici un avatar, je peux avoir plein de choses. Je peux avoir la checkbox, je peux avoir la radio button, etc., etc. J'ai les organismes qui sont du coup soit des enchaînements de molécules, soit un mélange de molécules et d'atomes, avec des éléments qui sont déjà beaucoup plus complexes. Donc on a ici le premier élément au-dessus qui est un header à première vue de fiche utilisateur. On a un petit composant ici qui affiche la distance, le temps et le temps qu'on a passé en dehors, qui est directement issu de Decathlon Outdoor. Et enfin, on a ici le dernier composant, qui est un composant Material Design, qui est le Navigation Bar, qui est aussi un organisme, puisque du coup, c'est une surface avec plusieurs boutons. J'en profite de faire une petite parenthèse sur la partie matérielle. Quand j'échange sur Vitamine, quand j'en parle un peu en dehors de Decathlon, on me dit souvent pourquoi est-ce que vous avez construit un design system en opposition à Material Design? C'est pas vrai du tout. Vitamine se positionne plutôt comme une extension de Material Design qu'un réel concurrent, mais vous allez le comprendre tout au long de la présentation. Et pour information, Vitamine s'arrête là. C'est-à-dire que dans les artefacts que je vais vous présenter après, des composants qui sont disponibles, vous allez avoir les éléments atomiques, des molécules et des organismes, mais jamais un template qui du coup a une portion d'interface qui n'est pas encore filled par de la data. Donc là ici, qui c'est pareil, ça s'apparente plutôt à une fiche utilisateur, qui pourrait être utilisée peut-être pour, si je le modifie un petit peu, comme une fiche produit ou quoi, que sais-je. Et enfin, des pages qui sont là des écrans à part entière, qui est souvent, donc là ici là j'ai bien une fiche utilisateur, qui peut être utilisé partout dans mon application. C'est-à-dire que je peux venir ouvrir une fiche depuis l'espace membre ou depuis un produit ou depuis un rating, peu importe, une review, tout ça. Ok. Pour construire ça, on a une équipe qui est divisée un peu en deux. Alors la frontière, vous ne voyez pas vraiment la frontière et c'est voulu parce que c'est pas forcément en interne, on ne voit pas ça vraiment comme une frontière, mais on a quand même la partie pour vous gauche, la core team, qui sont eux des personnes qui sont à 100% sur le projet, donc avec des designers, des développeurs de différentes implémentations, et du coup la partie droite, qui sont chez nous appelées la core contrib team,
qui sont des personnes qui ont un pourcentage de leur temps sur Vitamine, mais ce n'est pas leur projet principal. C'est-à-dire qu'ils vont être dans une équipe, dans une feature team, dans une BU, mais ils ont entre 5, 10, 15, 20% parfois de leur temps accordé à développer ou en tout cas à contribuer sur le projet Vitamine, et il y a plein de manières de contribuer. Du coup, sur la partie Android, on a Manon, qui est notre lead Android sur Vitamine, qui est arrivé il y a peu de temps finalement, il y a quelques mois. Et on a après plein de core contributeurs Android, qui sont, comme je le disais, sur des projets complètement différents, mais soit parce qu'ils ont un besoin sur leur produit et qu'ils doivent du coup contribuer dans Vitamine parce que c'est pas encore dispo, et ils vont venir contribuer directement dans Vitamine, soit parce que Manon aura identifié des tâches à faire et que ils savent que ça va arriver chez eux, tout ça machin, ils vont aussi contribuer dans Vitamine. C'est vraiment des personnes qui savent comment contribuer et qui ont l'appétence pour venir, enfin qui ont le réflexe pour venir le faire régulièrement. Et donc typiquement moi, je suis dans cette partie-là, dans cette team core contributeur. Et en tant que staff, moi, je n'ai pas forcément aujourd'hui me positionner sur le développement de composants, mais plutôt sur l'advocacy, comme je le fais aujourd'hui, mais aussi sur la partie contrat des composants qu'on veut rendre disponibles aux développeurs, etc. Ok. Mais comme je vous disais, donc il y a deux variantes pour Android. Et on va aujourd'hui faire un focus sur l'implémentation Compose, parce que c'est juste plus cool que la version XML. L'architecture Compose qu'on a définie, elle reflète beaucoup ce que je vous ai présenté avec l'Atomic Design, avec les éléments des modules atomiques. Alors dans les modules Gradle, on va appeler ça des fondations. Donc on a dans le module fondation toutes les couleurs, les semantics, les shapes, les typographies, etc. On a les assets et les icônes qui ne sont pas vraiment des atomes, mais qui sont quand même considérés pour nous comme des fondations, parce qu'elles vont être utilisées un peu partout dans tous les composants, que ce soit dans Vitamine ou ailleurs. Après, du coup, on a des composants molécules, qui sont la très grosse majorité des composants dans Vitamine. Donc là-dedans, vous voyez, il y a les chips, progress bar, snack bar, etc. C'est beaucoup de composants qui sont des composants Material Design ou pas. C'est-à-dire que si c'est un composant Material Design, on va le refaire avec les sémantiques de Vitamine, qu'on va voir juste après. Avec un contrat potentiellement un poil différent pour avoir quelque chose d'un peu plus sexy. Pareil, on va le voir juste après. Sinon, c'est des composants qui n'ont juste rien à voir. Donc genre typiquement, là on ne le voit pas, non on n'en voit pas, dommage. Typiquement, on a un composant pour afficher un prix, on a un composant pour afficher un rating, qui sont du coup des composants qui ne sont pas dans Material Design, mais que nous on a besoin et donc on a rajouté dans le design system. Typiquement, Vitamine se positionne beaucoup comme un design system dédié aux retailers, c'est-à-dire qu'on va venir faire une extension de Material Design, mais en plus on va rajouter des composants qui sont très proches de ce qu'on peut retrouver dans le retail. Donc on va le voir, je vous disais les ratings ou le prix, on a aussi dans les organismes le quantity picker qui permet de sélectionner une quantité pour un produit ou quoi que ce soit. Donc là il y en a déjà beaucoup moins parce que les organismes sont des composants qui sont déjà bien plus complexes et sur lesquels on se positionne peu, mais matériel se positionne peu aussi finalement. Donc c'est assez logique. Et enfin on a un dernier artefact qui n'est du coup pas du tout lié à l'Atomic Design, qui est notre artefact final, notre livrable final qui s'appelle Vitamine, et qu'on peut venir du coup placer en dépendance dans n'importe quel projet. C'est pas obligatoire, n'importe quel module que vous voyez avant sont aussi réalisés sur Maven Central, donc il y a même chez nous à Decathlon, certains projets décident de ne pas utiliser Vitamine et juste certains modules pour leurs raisons qui leur sont propres. Mais si vous ne voulez pas vous embêter, vous utilisez l'artefact Vitamine et ça fonctionne un peu comme matériel, où vous claquez la dépendance et puis vous accédez à tous les composants et toutes les fondations, tous les éléments corps. Ok. Les fondations, à quoi ça ressemble? Donc je vous disais, il y a pas mal d'éléments atomiques. On a d'abord les couleurs, donc on a une palette de couleurs qui est accessible via une objet class Vitamine Palette avec plein de variations de toutes les couleurs. Donc là ici je vous ai donné un exemple avec les couleurs pourpres qui va de 50 à 700, ouais ça.
50 à 700, mais on a la même chose pour le rouge, pour le vert, pour le machin, etc. Mais c'est juste une association, le purple 50, c'est telle couleur spécifique à RGB. Ok. Par contre, cette palette de couleurs, elle ne sera jamais utilisée dans les composants ou dans les applications. On passera toujours par les semantic colors, qui elles sont axées, qui ont une sémantique sur quelque chose. Donc on a 4 catégories de sémantique pour les couleurs. On a les backgrounds, les contents, les borders et les décoratives. Et donc du coup, une surface, par exemple, va certainement avoir une couleur background et son contenu un contents pour du coup avoir la bonne couleur affichée. Je sais pas si, j'imagine que beaucoup ici connaissent le Material Design. Vous connaissez les couleurs sémantiques de Material Design. Vous connaissez peut-être aussi celles de Material 3. Elles n'ont ici rien à voir avec que ce soit Material 2 ou Material 3. Pourquoi ? Material 2, on s'est posé la question forcément en interne. Material 2, on a trouvé ça trop limitant comme palette comme sémantique de couleurs. On a à tout casser, il y en a en avoir 8, 9 ou 10, je sais pas. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et ça ne nous permettait pas de créer des composants un peu custom et qui reflétaient vraiment le branding qu'on voulait avoir dans nos applications. Et inversement, Material 3 a des partis pris en termes d'affichage de couleurs et du traitement dans les couleurs au runtime qui ne nous convenaient pas non plus. Et de manière générale, dans la communauté, les débats qu'il y a autour de Material 3, c'est cool. Ça fonctionne bien pour des applications comme Gmail ou quoi qui n'ont pas forcément d'identité liée à une marque. Mais pour justement, quand il faut développer une application pour une marque, ils veulent avoir leur couleur et pas une variation de leur couleur qui est générée automatiquement. Donc du coup, on a nos propres sémantiques au niveau des couleurs pour ces raisons-là. Et donc du coup, là, je vous ai créé une couleur pour les lights et forcément, je peux après créer des couleurs pour du dark ou pour que sais-je. Au niveau typographie, du coup, j'ai ici mes fonts family que je vais utiliser dans Design System, dans l'implémentation Android, pardon. Potentiellement, ce sont des fonts family différentes pour iOS, et c'est des fonts family différentes pour iOS, parce que du coup, c'est je sais pas comment elle s'appelle, mais ça doit être l'Apple font, ou un truc du genre. Et pareil, il y en a une différente pour le web, etc. Et donc, du coup, ici, pour Android, on utilise la Roboto et la Roboto condensée, et qu'on va venir du coup utiliser dans la sémantique des typographies, qui elle par contre est très très similaire à celle de Material, parce que du coup on a du H1 jusqu'au H6, subtitle 1, subtitle 2, etc. Les seules variations, c'est dans le texte 3 et dans la version bold du texte 1, 2 et 3. Mais du coup sinon c'est globalement la même chose. Et pour finir, du coup, on a les shapes avec une variation de 100 à 800 qui permettent du coup après d'avoir quelque chose de uniforme dans tous nos composants, parce qu'on va du coup utiliser toujours les mêmes shapes dans tous nos composants. Ok, maintenant que j'ai tous ces éléments atomiques, je vais travailler un mécanisme qui va me permettre d'accéder à tout ça. Et pour ça, dans Compose, on a ce qu'on appelle les locales, qui nous permettent du coup de venir initialiser quelque chose au niveau root de notre arbre de composition et de venir après accéder à ces locales n'importe où dans notre arbre de composition sans passer par le contrat des composants. Donc je déclare une locale pour mes couleurs, pour les typographies et pour les shapes. Je les rends accessibles via un object class qu'on a appelé Vitamin Theme, qui ressemble au trait pour trait à Material Theme finalement, parce que c'est exactement le même style de classe d'objet class qu'ils ont créé. Donc ça veut dire que n'importe où, si j'utilise le thème vitamine, je peux faire un vitamintheme.colors et n'importe quelle sémantique de couleur et il va me donner la bonne couleur. Ces locales, je les initialise avec un composant qui est interne ici qui s'appelle provide vitamin resources, qui prend en paramètre toutes mes classes de sémantique et qui va du coup utiliser le composition local provider pour venir initialiser ces valeurs-là. Donc ça veut dire que en enfant de ce composant-là, je vais pouvoir utiliser mes locales, elles auront une valeur, qui sont celles que j'ai données en paramètres, et je vais même initialiser le texte par défaut. Donc si j'ai un texte qui n'utilise aucun thème, il va prendre la valeur du typographie texte 2 de vitamine. Et donc ce composant-là, il est utilisé par le vitamin theme, qui va, donc vous le voyez, on voit pas beaucoup, c'est pas grave, qui est utilisé dans mon vitamin theme pour du coup venir initialiser toutes mes locales. Du coup, je le disais, Vitamine, c'est pas un concurrent matériel, c'est vraiment une extension. Et du coup, l'implémentation de Vitamin Theme le prouve, puisque
dans l'implémentation de Vitamine Theme, je viens initialiser le thème matériel avec des valeurs qui sont cohérentes avec ce que moi j'ai déclaré dans mes couleurs, dans mes typographies et dans mes shapes. On a travaillé du coup un mapping qu'on pense être le bon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un Vitamine Theme, vous pouvez utiliser n'importe quel composant matériel, ça va fonctionner, ça devrait avoir un look and feel qui est cohérent par rapport à ce que vous avez initialisé au niveau des couleurs vitamines et des typographies, etc. Bien sûr, l'inverse n'est pas possible, parce que Material Theme ne propose pas forcément un mapping avec les couleurs vitamines, ou enfin les sémantiques vitamines, donc vous ne pouvez pas utiliser un composant vitamine dans un Material Theme. Très bien. On va faire un petit focus sur le contrat d'un composant que moi j'aime beaucoup parce que c'est un composant qui est ultra répandu. N'importe quelle quasiment application Android dispose de la top-up bar, mais qui est un composant ultra complexe. On est clairement sur un organisme parce que du coup on a une application icon à gauche, on a un titre, parfois un sous-titre en dessous, on a une liste d'actions et on peut même avoir un overflow à partir d'un certain nombre d'actions qui va afficher un drop-down pour afficher ce sous-menu. Et enfin, on peut même avoir un mode contextual qui est généralement utilisé quand vous avez une liste et que vous faites une multisélection pour faire des actions groupées. Côté matériel, le composant il ressemble à ça. J'ai deux catégories de paramètres. Ma première catégorie, c'est mes différents composants que constitue en interne la top-up bar, avec mon titre, la liste d'actions et la navigation icon, qui utilisent tous l'API slotting. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est l'API slotting, c'est un espace dans le composant que vous pouvez venir customiser de la manière que vous voulez. Donc typiquement pour le titre, vous pouvez venir déclarer un texte qui est souvent utilisé. Dans les applications, vous allez plutôt avoir un texte au niveau de la top-up bar, mais vous pouvez venir aussi mettre une image ou des composants beaucoup plus complexes si vous le souhaitez. Compose et matériel ne vous l'interdit pas. Et de l'autre, vous allez avoir plutôt des paramètres liés au style. Donc ici, on a avec la couleur de background et son contenu et son élévation. Côté vitamine, on est quelque chose qui est un peu plus fourni. Déjà, on est sur un objet class qui s'appelle Vitamine Top Bars. Et ça pour tous les composants. C'est-à-dire que quand je vais vouloir utiliser mes différents composants vitamines, j'ai toujours à avoir un objet class qui va me permettre d'accéder à toutes les variantes de ce composant-là. Donc je fais ici Vitamine Top Bars, point, il va me suggérer primary, mais aussi les autres variantes de top-up bar que je peux avoir. Typiquement, il en existe une autre qui s'appelle la search bar, qui est du coup un top-up bar avec dedans d'intégrer la search bar avec tout ce qu'il faut, donc une icône de microphone, etc. Pour ma primary, un des changements notables, c'est du coup le titre. Le titre qui est le seul paramètre require dans la spec vitamine, qui a une chaîne de caractères. C'est hyper contraignant, mais du coup, dans nos implémentations techniques, on respecte à la lettre la spec design qui a été établie avant. Spec design qui a été après mûrement réfléchi avec des ingénieurs aussi, etc. Mais du coup, la spec, elle dit, moi, je veux toujours un titre qui soit toujours une chaîne de caractères. Du coup, nous, c'est une string. Parce qu'on ne veut pas permettre autre chose que du texte au niveau du titre. Pour la liste d'actions, l'API slot action qui est scopée avec un row pour dire, avec un row scope pour dire t'inquiète pas, je vais les afficher les uns à côté des autres. C'est cool dans des top-up bars qui sont un peu simples. Dès lors, on va revenir après, mais dès lors que vous avez un overflow avec du coup un sous-menu et un drop-down, etc., ça commence à devenir un enfer. Donc du coup, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a une liste d'actions typée par action item. Action item qui du coup peut prendre soit une icône, optionnellement, parce qu'on peut afficher soit une icône, soit un text button. Un content description pour l'accessibilité, qui va être utilisé que si vous spécifiez une icône. Un contenu qui pourra être un texte, parce que du coup, dans l'aspect vitamine, on accorde quand même le fait que ça puisse être autre chose. Donc c'est pour ça que c'est un API slot. Et enfin, la callback onClick, qui va du coup juste notifier quand l'utilisateur aura cliqué sur le bouton d'action. Et donc à l'usage, ça donne ça. À l'usage, j'ai juste à déclarer une liste avec ici une icône, un texte et une icône, et ça va m'afficher ce que je souhaite.
Côté matériel, on a du coup une approche qui est full déclarative. Donc pour le titre, je viens déclarer un texte, et pour les actions, je viens redéclarer à chaque fois un icon button ou un text button en fonction de ce que je veux afficher. C'est pas forcément moins bien, c'est juste une approche différente. Au niveau de la customisation du composant, avec Material, on avait du coup 2 paramètres pour le background et pour le contenu. Nous, on a rassemblé ça dans une seule classe qu'on a appelée la top bar colors, qui va pouvoir être initialisée notamment à partir d'une autre objet class qui s'appelle vitamin top bar colors. Et cette objet class, elle dispose de plusieurs fonctions qui peuvent être utilisées pour, chez nous, switcher entre la primary et le mode contextuel. Et donc là où, avec Material, je suis obligé de venir customiser ça un par un pour du coup avoir soit le mode primary, soit le mode contextuel, moi j'ai juste à appeler la bonne fonction et à la changer au runtime, et j'ai le look and feel que je souhaite. Et donc du coup, côté Material, ça ressemble à ça. C'est à moi de savoir que le background en contextuel, c'est cette sémantique-là de Material, et son contenu, c'est celle-là. Et pareil pour la partie primary. Pour le coup, là, je dis que c'est mieux quand même la partie vitamine. La navigation icon, on est à nouveau sur de l'API slot, mais on est sur un API slot qui est scopé avec encore une autre objet class qui s'appelle Vitamin Navigation Icon Buttons, et qui propose plusieurs composants. Ces composants-là, ce sont tous les composants qui sont dans la spec vitamine, qui sont du coup toutes les navigation icons qui sont dans la spec. Typiquement, je vais avoir la previous page qui va être juste l'affichage du bouton back avec un icon button dedans, l'icône avec la bonne icône qui provient des icônes des assets de vitamine, etc. Et donc à l'usage, c'est assez simple, j'ai juste à venir déclarer mon navigation icon. Et en fait, le fait d'avoir scopé ça avec un objet class va me permettre dans Android Studio d'avoir de l'autocomplétion sur tous les composants que j'ai préparés dans mon objet class. Et donc il va me proposer notamment previous page, et j'ai juste à taper previous page et puis c'est bon. Côté matériel, forcément, vous en doutez, c'est à moi de venir déclarer mon icon button, l'icône, de venir déclarer la bonne ressource qui va bien, et puis du coup j'aurai le bon look and feel. Ça veut dire aussi que si j'ai ce bouton navigation icon autre part et que je veux toujours la même, soit je dois le refactoriser dans un composant dédié que après je vais réutiliser dans tous mes top à bar, ou alors j'ai une top à bar qui est sensiblement la même entre mes écrans, et donc je peux venir factoriser ma top à bar dans un composant, etc. Ça reste quand même du coup à vous de le faire, là où Vitamine va le faire pour vous. Enfin, et moi personnellement c'est la feature que je préfère avec la top à bar, c'est la gestion de l'overflow. Alors on ne le voit pas, j'ai oublié de le renseigner, mais ici vous avez le max action qui va s'initialiser avec la constante. À partir de 3, qui est du coup la valeur par défaut mais qui est surchargeable, automatiquement la top à barre de vitamine va afficher un overflow icon que vous pouvez configurer là avec pareil une object class pour du coup afficher le drop-down et le reste du menu qui se trouve dans la liste d'actions. Et donc du coup, mon object class, il va me proposer qu'un seul composant, qui est le composant qu'on a appelé more, qui est juste les 3 dots qu'on a l'habitude de voir dans n'importe quelle application Android. Et en interne, on va utiliser un composant qui s'appelle overflow menu, qui va prendre en paramètre la liste des actions affichées dans le sous-menu, un état qui va permettre de dire est-ce que je suis étendu ou pas, donc c'est est-ce que je dois afficher le drop-down ou pas, et l'icône qui va servir d'encre à mon drop-down. L'encre, justement, elle va utiliser un autre composant vitamine qui se trouve dans le module menu, dans lequel on a une variante qui s'appelle drop-down et qui va nous permettre du coup d'attacher une encre avec une liste de choix possibles. Si vous avez déjà fait un drop-down dans Material, vous savez que c'est pas aussi simple avec Material. Bon, on va le voir juste après. Et donc du coup, à l'usage, avec vitamine, ça donne ça. Je viens juste déclarer mon overflow icon et j'ai un état que je vais pouvoir switcher pour afficher ou non mon drop-down en fonction du fait si je clique ou pas sur mon icon button more, et c'est tout. Toute la gestion après, forcément je dois fournir une liste d'actions parce que sinon il va jamais m'afficher mon overflow icon, mais si du coup j'en affiche 4, automatiquement le 4e il va s'afficher dans du coup un drop-down. Côté matériel, ici j'ai un premier composant que j'ai appelé overflow menu, dans lequel du coup je vais avoir cette logique justement de reproduction du drop-down. Pour ceux qui n'ont jamais fait de drop-down en matériel,
il faut savoir que ça fonctionne de la manière suivante. J'ai une box ici qui est l'élément root de mon composant. Et le premier élément de cette box sera considéré comme l'encre si le second élément, donc ici le drop-down menu, est un drop-down menu. Et donc du coup, de manière un peu magique, ça va faire un drop-down. Et il va savoir que l'élément du dessus, c'est l'encre. C'est pas du tout explicite. Je trouve que la spec, là, pour le coup, elle est pas spécialement ouf. Et donc forcément, après, côté matériel, on vient déclarer dans la pièce d'action mon overflow menu. Mais en plus de ça, j'ai aussi à venir déclarer toutes mes actions et avoir la logique de est-ce que je dois les afficher ou non et qu'est-ce que je dois afficher dans mon overflow menu. C'est à vous de développer toute cette logique-là. Ma slide n'était pas assez grande pour vous afficher un exemple complet. OK. Maintenant qu'on a vu un composant et un peu vu l'architecture qu'on a appliquée à nos composants, on va faire un petit exercice de code. On va développer cet écran que vous voyez à l'écran, qui est très très similaire à la fiche produit que vous avez sur l'application Decathlon sur les stores officiels. Pour ça, je vais d'abord développer ma top-up-bar. Donc ici, j'ai un composant top-up-bar avec un certain nombre de callbacks qui correspondent à mes boutons d'action, un booléen isFavorite qui va être utile pour le petit cœur que j'affiche, que je veux afficher en mode field ou line en fonction de si le produit est en favori ou pas. Et donc du coup, je vais commencer avec la déclaration de mon composant, ma variante primary de mon vitamin top bars, pardon, qui va m'afficher du coup déjà un composant, enfin un visuel. Je vais venir déclarer mon navigation icon qui, l'IDE va me proposer toutes les variantes possibles. Donc moi je vais utiliser la contextuelle qui me permet d'avoir la flèche qu'on voit habituellement comme bouton back. Très bien. Et après, je vais déclarer ma liste d'actions dans laquelle je vais d'abord avoir mon bouton share, avec du coup le visuel qu'on a l'habitude de voir aussi dans les applications Android, et le visuel pour le bouton favori, qui est du coup le Heart, et qui est utilisé en version field ou line, en fonction du booléen du coup. Petite différence par rapport à ce que je vous ai montré juste avant au début du talk. Là ici, j'ai une syntaxe qui ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait trouver avec Material Icons, qui est du coup un artefact qui permet d'avoir les icônes matérielles en version Kotlin. Depuis peu, depuis genre un mois ou deux, on a créé un converteur SVG vers Kotlin pour du coup avoir non plus nos ressources en XML, mais nos ressources en Kotlin, qui est un pas en avant vers un potentiel que compose Vitamine multiplateforme. Je n'ai pas dit que ce serait le cas, mais c'est un pas en avant. Très bien. Alors je vais passer la partie carrousel que vous avez vue au début parce qu'il n'y a pas du tout de vitamine dedans. Si vous êtes intéressé, j'ai les sources qui sont publiées et que je donne en fin de présentation. Et on va passer tout de suite à la partie product info qui est du coup l'affichage du tag, du titre, du rating et du prix. Donc pour ça, on va d'abord afficher une colonne parce qu'on va afficher les éléments les uns en dessous des autres. Et on va commencer du coup avec notre liste de tags. Notre liste de tags, c'est une liste. Donc potentiellement, je peux excéder l'espace de l'écran. Donc je mets ça dans un flow row. Et je vais après itérer sur cette liste pour du coup, à chaque fois, venir déclarer via vitamin tags le visuel que je veux avoir pour mon écran. Donc ici, issu de la couleur décorative Gravel pour avoir le bon visuel. Très bien. Juste en dessous, je viens de venir déclarer un texte qui sera du coup un titre. Donc je vais utiliser les typographies de Vitamin Theme pour utiliser, et j'utilise la typographie H4 parce que c'est ce qui ressemblait le plus à ce que je voyais sur l'application Decathlon. Et pour finir, j'ai une row qui va afficher à gauche le rating et à droite le prix. Et comme j'ai des composants qui sont déjà des composants dans mon système qui sont déjà prêts, j'ai juste à venir les initialiser avec les bonnes valeurs. Il va tout m'afficher pour moi. Et enfin, j'ai une dernière partie qui sont deux boutons. Un bouton d'ajout au panier et un bouton d'action d'achat en un clic. Et donc pour ça, je vais déclarer encore une fois une colonne parce que je vais les afficher les uns en dessous des autres, avec un premier bouton qui est chez nous un bouton de conversion, qui est le bouton d'ajout au panier que si vous êtes client chez Decathlon, vous devez connaître.
avec le texte, le bon icône, etc. Et j'ai exactement la même chose pour l'autre bouton qui est ici un primary reversed. Ok, du coup maintenant je vais venir créer mon écran, que je vais ici appeler product page. Et alors ouais, je fais un peu de place parce que ça prend un peu de place quand même. Je vais d'abord déclarer un scaffold qui va me permettre de pouvoir positionner correctement ma top-up bar. Pour information, depuis 2 semaines, je pense, on a notre propre scaffold aussi qui injecte automatiquement les couleurs vitamines. Là, ce n'était pas le cas quand j'ai développé le sample. Et après, à l'intérieur, je vais déclarer un lazy colon. Alors là, ici, je déclare d'abord un horizontal pager pour du coup avoir mon carrousel. Horizontal pager qui est du coup pas l'horizontal pager de Compose, mais un que j'ai développé moi-même pour pouvoir avoir ce petit indicateur là qui est dans l'application. Très bien, je viens déclarer toutes mes images que je vais afficher en fonction de l'index, etc. Peu importe. J'ai un autre item qui est du coup mon product info et j'ai un dernier item qui est du coup mon product action et j'ai mon écran. Pour information, ce truc-là, je l'ai développé en 30 minutes. Et c'est alors une version beaucoup moins complète que ce qu'on peut trouver sur l'application, mais je suis convaincu que l'usage d'un design system accélère très nettement le développement de nos interfaces. Que ce soit d'ailleurs Vitamine ou votre propre design system, je vous encourage très largement à en créer un pour du coup après accélérer vos développements. Ok. Il y a pas mal d'entre vous qui avaient levé la main et qui disaient qu'ils connaissaient l'Atomic Design. Qui connaît les tokens? Ok. Ok, ça va, il y en a un peu plus, il y en a 5. La next step de D4 pour Vitamine, c'est les tokens. Donc, je ne vous rappelle pas ce que c'est l'Atomic Design. Notre plus petit élément, c'était les atomes. Je vous ai un poil menti. Le plus petit élément, ce sont les ions. Et les ions s'apparentent aux tokens. Donc ici, vous avez un exemple de token avec le core.color.blue.50 qui donne le code hexa, EF, machin. Très bien. Du coup, c'est quoi un token? Un token, c'est quelque chose qui va venir décrire tous vos composants et ce sur quoi ils se basent. Donc typiquement, ici, j'ai des exemples de tokens liés au spacing d'un bouton, avec du coup component.buttonMedium pour dire ok, j'ai un token de type component, je vais créer le composant buttonMedium. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le buttonMedium et le buttonLarge sont deux composants qui sont différents d'un point de vue token. Je vais créer la variante primary, je vais rentrer dans la catégorie spacing et dedans je vais avoir un padding left, padding right, padding top et bottom. Je vais avoir la même chose pour les radius, donc même idée avec le top left, top right, etc. Et je vais avoir la même chose pour les couleurs, avec du coup un background avec une valeur, un token default over active et un content avec un texte et une icône. Qu'est-ce que ça me permet d'avoir ça? Qu'est-ce que ça me permet de faire ces tokens? Ça me permet de faire ce genre de choses là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tout à gauche les tokens qui sont dans la catégorie core, qui sont du coup qui s'apparentent vraiment à ce qu'on pouvait avoir avant dans les atomes avec toutes les couleurs, toutes les typographies, toutes les shapes. Mais on va aller plus loin, on va avoir aussi tous nos spacing, etc. Après, je vais avoir des sémantiques en termes de tokens. Donc là ici, j'ai fait un focus sur la partie couleur, mais forcément, ça s'applique à tous les types de tokens, donc que ce soit les paddings ou quoi que ce soit. Et donc là ici, j'ai des couleurs pour les containers avec 3 tokens différents, pareil pour le content. Et après, j'ai des tokens ici pour les boutons. Avec mon bouton medium primary, je vais avoir pour le background 3 sémantiques et ici 2 sémantiques. Et comment est-ce qu'on lit ça? On lit ça pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. C'est-à-dire que mon composant bottom medium primary, avec ces tokens-ci, vont être liés aux sémantiques qui du coup container highlights, qui lui va être lié à mon corecolor.blue.400, qui est lui au niveau de l'instanciation de mon thème, va prendre la valeur 007dbc. Mais avant ça,
d'un point de vue juste structure du composant, je ne fais que lier des tokens avec des tokens qui n'ont aucune valeur. Je viens juste d'écrire c'est quoi mes composants. Ça me permet du coup, quand j'ai une instance d'un thème, d'avoir ce visuel-là. Ça veut dire aussi que si je viens d'écrire un autre composant, donc ici, non pas le primary mais le tertiary, je peux faire une autre association entre mon composant et mes sémantiques, et donc du coup avoir un composant complètement différent. Ça me permet aussi de travailler la partie dark, et donc ici, entre mon component et mon sémantique, garder exactement la même valeur, mais entre mes sémantiques et mon corps, pouvoir ajuster pour du coup trouver la bonne couleur pour le mode dark. Ok. On va faire un petit focus, parce que là c'est sans doute assez abstrait pour vous dans vos têtes, techniquement à quoi ça ressemble. On va faire un petit focus d'abord sur la partie composant. Sur la partie composant, je vais avoir ce genre d'interface. Donc ici j'ai une interface button medium tokens, donc c'est tous les tokens du composant button medium, de tout type, hein. Donc là j'ai color, j'ai les radius, les spacing, etc. Et on va faire un petit focus sur du coup la partie couleur, hein, parce qu'on est parti sur les couleurs. Et je vais implémenter cette interface avec toutes mes variantes. Donc là ici j'ai un button medium primary defaults dans lequel je vais pouvoir associer le token de mon composant container color avec un sémantique color qui sera du coup background primary. Et ainsi de suite pour tous les autres. Ok. On va voir maintenant du coup qu'est-ce que ça donne au niveau sémantique. Au niveau sémantique, j'ai du coup tous les tokens qui sont listés. Donc là ici j'ai vitamin color token pour tous les sémantiques, tous les tokens sémantiques liés à la couleur. Donc là vous voyez tous les backgrounds, j'ai la même chose pour les contents, etc. J'ai aussi une classe qui est très similaire à celle que j'avais avant, qui a le même nom d'ailleurs, qui s'appelle Vitamin Colors, pour venir du coup avoir une implémentation, une association avec la palette de couleurs, pour dire bah, ok, ben, quand tu vas injecter ton thème, bah, telle sémantique sera liée à tel token core qui aura telle valeur. Et enfin, et c'est là que la magie se trouve, j'ai une fonction fromToken. La fonction fromToken, elle fait quoi? Elle part d'un vitamin color token, donc du coup le token sémantique, à partir d'un vitamin colors, elle va traduire la couleur finale associée. Donc si vous n'injectez pas de thème à ce moment-là, il va vous cracher, il va vous dire bah, la locale vitamin colors, ça n'a pas été initialisée, donc je ne connais pas la couleur. Mais donc du coup, tout en bas, vous voyez, vous avez le toColors qui va du coup utiliser ma locale vitamin color, qui va pouvoir utiliser mon from token. Et donc, au niveau de mes composants, je vais pouvoir utiliser des tokens composants qui seront liés à des tokens sémantiques, qui sont parce qu'eux-mêmes sont liés à des tokens core via mon thème, je vais pouvoir du coup utiliser mon toColor pour connaître la valeur finale, la couleur finale de mon token. Et enfin, du coup, la partie core, je retrouve ma vitamine palette qui est exactement la même que celle que j'avais avant. Et j'ai du coup une instance de mon vitamin colors que je vous ai présenté juste avant, côté semantics, pour dire, bah, ok, tel sémantique, c'est tel token couleur, enfin tel token core et telle couleur de ma palette. C'est quoi la différence? Parce que c'est bien beau, mais finalement, ça ressemble assez fortement avec ce qu'on avait avec le sémantique, puisque bah, les sémantiques aussi, je pouvais avoir quelque chose qui changeait beaucoup, enfin qui changeait en fonction des couleurs que j'injectais, ou du light et du dark, etc. Déjà, on a une seule source de vérité. Les tokens que je vous ai présentés là, chez nous, c'est un fichier JSON. C'est un fichier JSON qui est du coup partagé entre Figma, Web, Android, iOS, et qui est du coup notre source de vérité. C'est là-dessus qu'on se base. Ça veut dire aussi qu'on peut construire une instance différente de ce JSON en fonction de la plateforme. Je ne l'ai pas dit, mais Vitamin, par son côté cross-platform, il n'est pas multiplateforme. C'est-à-dire que je vais construire une UI qui sera adaptée pour Android, adaptée pour iOS et adaptée pour le web.
Et donc ça veut dire que comme mes tokens sont liés à rien dans le fichier JSON, j'ai jamais la valeur, dire bah, ok ça c'est telle valeur, ça c'est telle valeur, etc. Parce qu'en plus, bah, sur Android je vais avoir des DP, sur iOS je vais avoir des pixels, sur le web je pense que c'est des pixels aussi, ou ça dépend, des RM ou quoi, machin. Bah, du coup je vais pouvoir avoir des instances différentes en fonction de la plateforme, mais qui auront les mêmes associations. C'est-à-dire que les tokens seront liés de la même manière entre les composants, les sémantiques et les corps, mais les corps auront des valeurs différentes et qui seront adaptés en fonction de la plateforme. Et en plus de ça, c'est un fichier JSON, donc ça veut dire que je peux le lire et que je peux générer des choses. Et en fait, tout ce que je vous ai présenté avant, absolument tout aujourd'hui est généré chez nous. Et en fait, on peut se concentrer sur la partie contrat du composant. C'est-à-dire, ok, j'ai déjà accès à tout, je sais que j'ai les bonnes couleurs, je sais que j'ai les bons paddings, les bons spacing, etc. J'ai juste à déclarer le contrat que je trouve le plus adapté pour le développeur pour après lui permettre d'utiliser ça correctement. Pour info, je ne sais pas si dans la salle il y a beaucoup d'utilisateurs de Material 3. Material 3 a une très grosse différence avec Material 2, c'est que Material 3 est basé sur les tokens aussi. Donc beaucoup de ce qu'on a fait est basé sur les travaux de Material 3. On a essayé en tout cas, et je pense qu'on a été encore plus loin parce que Material 3 ne dispose pas justement de cette structure JSON qui permet de tout générer, etc. Eux, ils font encore tout à la main. Et parce qu'on n'est pas Google et qu'on n'a pas 1 milliard d'ingénieurs qui permettent de faire ça, bah, du coup, on a travaillé avec Figma et on a été dans les premiers à utiliser le plugin token chez eux pour justement pouvoir faire ce genre de choses-là et justement pouvoir avoir une structure des tokens qui est générée via Figma. Et en fait, du coup, notre client, c'est Figma, qui nous génère le JSON et qui après alimente toutes nos implémentations techniques. Donc en fait, notre source de vérité, c'est bien le JSON, mais tout est géré via Figma. Et donc du coup, ici là, j'ai quelque chose qui a été écrit par un humain, pour le coup, où on se dit, bah tiens, le container color, le start icon color, l'end icon color et le text color, pour nous, c'est quelque chose qui forme un tout. Pour les tokens, c'est quelque chose qui, effectivement, sont des couleurs, mais c'est pas un ensemble, c'est pas quelque chose qui est regroupé. Il n'y a pas de... Pour un token, un token et un autre token n'a pas de lien. Donc nous, on se dit, bah, ok, nous, on va faire un lien entre ces 4 propriétés-là. Et donc, au niveau de mon button medium tokens, je vais rajouter une extension, colors ici, qui va se baser sur du coup les paramètres là pour pouvoir convertir le container color dans sa vraie couleur que j'ai du coup créée juste avant et qui est elle du coup générée aussi. Et donc au niveau de mon contrat de mon bouton medium, j'ai ici ma couleur dans laquelle je vais utiliser non pas l'interface parce que j'ai besoin de l'association des tokens boutons, enfin des tokens des composants via ces sémantiques. Donc je vais utiliser le primary default parce que bon, j'ai décidé que mon button medium, sa valeur par défaut, c'était le primary. Et je vais utiliser le colors, .colors, et il va automatiquement me donner toutes les bonnes couleurs de mon primary, et ça pour absolument toutes les autres sémantiques. Petit disclaimer, je vous ai vendu beaucoup de rêves. Petit disclaimer, c'est pas encore open source, ça le sera, en tout cas c'est notre ambition. Ça devrait l'être courant de l'année, on espère en tout cas avant la fin de l'année ça le soit. Donc aujourd'hui, tout ce que vous voyez sur les projets open source ne sont pas encore basés sur les tokens, mais c'est notre prio number one. Vous voyez d'ailleurs un message sur nos repos publics. Pour l'instant, c'est marqué que c'est en pause ou plus maintenu, je ne sais plus exactement le wording. C'est pas qu'ils sont abandonnés, pas du tout. C'est juste qu'on travaille beaucoup sur les tokens pour pouvoir du coup après re-accélérer sur la création de nouveaux composants basés sur les tokens. Si vous êtes intéressé, si je vous ai un peu hypé, donc je vous ai dit tout est open source. Donc vous avez tous les repos GitHub que vous voulez pour du coup, toutes les implémentations techniques. Vous avez le Figma, vous avez même un Slack dans lequel il y a tous les ingénieurs de Decathlon qui travaillent sur le sujet. Donc l'équipe que je vous ai montré, que ce soit la Core Team ou la Core Contrib Team, sont dessus. C'est un Slack qui est ouvert, donc vous pouvez le rejoindre si vous voulez.
Si vous voulez revoir mes slides, j'ai vu plusieurs d'entre vous qui faites des photos, bah, limite c'est cette slide-là qu'il faut prendre en photo parce que du coup, il y a le lien vers toutes les slides là que je vous ai présentées. Pareil pour le projet de la product page qu'on a fait là rapidement, il y a le lien du GitHub si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Et enfin, Conference for All, donc je suis GDE, mais je suis aussi GDG à Lille, et on organise le DevFest de Lille. Et en fait, donc Conference for All, c'est quelque chose que j'ai fait sur mon temps libre, et où je me suis amusé à créer une variante vitamine de tous les écrans. Donc si vous voulez voir un vitamine dans une application qui n'est pas Decathlon, du coup, vous pouvez aller voir là, et du coup vous verrez tous les écrans en mode vitamine si vous le souhaitez. Merci beaucoup, et si vous avez des questions, avec plaisir j'y réponds. Bonjour. Du coup, merci pour la présentation. Bonjour. Pour le petit contexte, on est aussi en pleine construction du design system de notre côté. Et du coup, forcément, Vitamine fait partie des références, on va dire, un peu françaises. Donc, on a acheté un gros coup d'œil, etc. Et je me posais une question, parce qu'effectivement, je ne trouvais pas les tokens. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être quelque chose qui est en cours. Visiblement, ça l'est. Vous parliez de core, sémantique et component token. J'ai vu que les radius étaient en sémantique token. Pardon, à quoi? Les radius, okay. Vous les aviez mis en sémantique token dans les premières slides. Mais du coup, ils n'ont pas vraiment d'usage de défini. C'est juste, ils sont 100, 200, 300, 400, etc. Non, ils sont plutôt, alors de mémoire, ils sont en plutôt XS, S, M, L, machin. Ok. Et après, du coup, je vais avoir côté composant un border, radius, top left, top right, etc. pour qu'ils vont être liés aux sémantiques. Ok, mais du coup, ils ont. Ok, d'accord. Mais le sémantique, vous ne décrivez pas une utilisation du token pour les radius. Contrairement, par exemple, au typo où vous allez dire headline ou les couleurs, vous allez dire c'est la couleur de background. Les radius, c'est radius S et après, il peut être utilisé sur un. Le radius S, après, est lié à un core qui est, lui, un 2, 8, 5, DP, peu importe quoi. Ok, d'accord. Tout est token. Okay. Tout sera token. Il n'y a pas un seul. Il n'y a rien dans les composants de main qui ne sont pas tokens et qui vient décrire notre composant. Ok. Et du coup, j'avais une deuxième question. La synchronisation des tokens dans Figma, vous en parliez un peu. Bon, demain, pour le contexte, il y a Figma qui fait des grosses annonces sur ce sujet-là, donc je pense que ça va être peut-être quelque chose d'impactant pour vous. Pour nous, ça va, j'espère, l'être. Aujourd'hui, vous passez par le plugin, c'est ça, Token Studio qui s'appelait Figma Tokens à l'époque. C'est Figma Tokens. Ouais. Je sais qu'ils ont renommé beaucoup. Parce qu'en fait, nous, on travaille avec eux depuis genre 6 mois. Ok. Qu'on a eu la preview parce qu'on est en contact direct avec eux. Oui, okay. Il va y avoir d'ailleurs la config demain, qui est l'event. C'est demain, super. Voilà. Où j'ai du coup des collègues qui vont intervenir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas config, c'est l'équivalent de la Google I.O. mais pour les designers. Et du coup, ils sont super contents déjà. Et en fait, ça reflète vraiment le fait que en Europe, on est l'entreprise qui travaille le plus avec eux. Et donc du coup, ils nous avaient donné en preview le plugin. Donc ça a été activé que pour nous. Peut-être pas que pour nous, mais en tout cas pour nous. Ok. Donc demain, il y a Decathlon qui refait des prêts pour la config. Vous êtes là pour la config à San Francisco? Non, on intervient en tant que vidéo. Il y a des vidéos qui sont pré-montées, qui vont être après passées à config. Ok, je les regarderai du coup. Merci. Merci. Je ne l'ai pas dit pendant que. Si vous voulez faire des feedbacks, c'est la première fois que je fais cette conférence, donc si vous voulez faire des feedbacks, n'hésitez pas, ça va m'aider beaucoup dans ce qui va ou ce qui ne va pas. N'hésitez pas à dire aussi ce qui ne va pas. C'est limite ça qui m'intéresse le plus. Salut, et puis merci pour la présentation. Je voulais aussi dire que j'avais vu ta présentation Jetpack Compose vs SwiftUI à l'époque sur Twitch et que c'était super. Merci. Voilà. Sinon, donc moi je me demandais, imaginons je pars sur une nouvelle appli, je veux utiliser Vitamine, moi je ne connaissais pas. Donc l'idée c'est que je mets la dépendance Vitamine et je ne mets pas celle de Material par exemple 3, je prendrai que Vitamine. Et si je vois un truc qui me manque, je contribue plutôt à Vitamine.
et j'ajoute par exemple le composant qui manque. Est-ce que ça serait comme ça? Ça dépend ce que tu appelles composant qui manque. Si un composant qui manque, c'est un composant matériel et qui effectivement manque à vitamine, il y en a quelques-uns. On en a couvert beaucoup, genre vraiment beaucoup. Je pense qu'il ne doit pas être nombreux ceux qu'on n'a pas couverts. Mais pour les rares qui ne pourraient pas être couverts, ben comme on donne une implémentation matérielle, enfin une implémentation au thème matériel dans vitamine thème, bah, tu peux directement utiliser le composant matériel, ça va bien fonctionner, ça va bien se passer et ça va utiliser les couleurs de vitamine derrière. Donc oui, tu peux venir contribuer dans matériel, dans vitamine, pardon. S'il y a un truc qui manque et que tu as envie de contribuer, il n'y a aucun problème. C'est l'idée de pourquoi on est open source. Mais sinon, si tu n'as pas envie de te tracasser avec ça, tu utilises directement le composant matériel et ça va bien se passer. Ok. Tout bon? Ah, pardon, j'ai pas vu. Et justement, c'est quoi la réflexion sur un design system entre intégrer un besoin custom dans ton design system versus, enfin, quelle est la réflexion entre je vais l'intégrer effectivement pour fournir à d'autres, ça va être demain rationalisé pour être utilisé, factorisé, ou finalement bah, ton composant il est sympa mais je vois pas trop l'intérêt demain de le mettre à dispo. Comment ça se marche ce process de validation d'enrichissement de composants? C'est le quotidien de la core team, pour le coup. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas Decathlon, moi, pour l'anecdote, le premier jour de Decathlon, ça fait 6 ou 7 ans que je suis à Decathlon maintenant, le premier jour où j'arrive à Decathlon, j'ouvre la porte, je pensais à trouver une dizaine de personnes. J'ouvre, ils sont 300, et on me dit, ouais, ça c'est genre 1% de l'IT à Decathlon. Je fais, ok. Donc du coup, la core team, elle est bombardée de demandes de différents composants qu'il y a dans Decathlon Door, Decathlon Coach, machin, peu importe. Il y a une grosse étape de se dire, de prendre de la hauteur de la part de la core team et de se dire, est-ce que c'est un composant qui peut être considéré comme générique d'un point de vue plutôt retail du coup, ou pas. Typiquement, je sais qu'il y a beaucoup de comparaisons qui ont été faites avec genre Auchan, Leroy Merlin, etc. pour dire, bah tiens, si le composant existe chez eux, c'est peut-être déjà un bon indicateur qu'au niveau retail, il y a un besoin à ce niveau-là. Donc c'était le cas pour le quantity selector, pour le prix, pour le machin, etc. Et puis il y a d'autres composants où ça se ressent que c'est lié à un contexte particulier. Genre typiquement chez nous, on a une BU qui est uniquement dédiée à l'affichage et à la donnée client et qui porte aussi toute la partie, enfin demain plutôt, parce que ça va arriver bientôt, module d'un UI de l'affichage de la donnée client. Donc ils ont porté un module en Compose et en Swift UI pour afficher tout un tunnel de si tu veux afficher telle donnée d'un client, c'est comme ci, comme ça, etc. Et donc eux, ils avaient beaucoup de besoins de tiens, on a ce composant-là, etc. Et donc ces composants-là, eux, on les considérait pas comme la core team ne les considérait pas comme génériques, comme quelque chose qui peut être adapté pour d'autres entreprises ou quoi. Donc ce qui a été fait comme choix, c'est de créer des add-ons. Donc en gros, Vitamine, ce que je vous ai présenté là, c'est Vitamine, c'est les fondations, mais au sens large, de potentiellement des add-ons qui viennent se greffer autour de ça pour venir proposer des expériences. Donc, chez nous, on a un add-on member qui existe, qui propose déjà tout un tas de composants liés au client, et on a d'autres liés à la commande, etc. Ceux-là, il me semble qu'ils ne sont pas open source, parce que du coup, ils sont très liés à nous. Parce que justement c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans Vitamine. Mais du coup, on a une équipe qui est dédiée, qui est la core team, qui est dédiée à trancher si c'est oui ou non. Et si c'est oui, ils le font, c'est rentré dans leur roadmap à eux. Si c'est non, c'est dans la roadmap de la BU. Et eux contribuent à, on leur dit, c'est à tel add-on que tu dois contribuer, et après on va le réaliser, etc. quoi. Merci pour le talk du coup. Et j'ai une question à propos du coup de la validation de la core team. Une fois que peu importe un atome, une molécule ou un organisme est validé par la core team, comment ça se passe pour l'application pour chaque équipe? Comment chaque BU intègre le design system? Est-ce qu'il y a des
c'est les corps contributeurs? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté business pour pousser l'usage et une adoption à X%? Très bonne question. Depuis que je suis à Decat, j'ai connu 3 ou 4 design systems qui ont essayé de unifier tout le monde. Pour vous donner une anecdote, je suis chef de projet, chef de projet à Decathlon, ça veut dire c'est moi qui ai référencé Bitrise, donc j'ai une vue sur tous les projets mobiles de Decat, parce que tous les projets mobiles sont sur Bitrise chez nous. Et pourquoi je voulais dire ça, et juste des projets mobiles, il en existe une 50aine dans tous les pays du monde, du coup, parce qu'on est dans plein de pays. Donc c'est énorme, et se dire tout le monde va utiliser Design System, c'est hyper chaud, et c'est pour ça que ça a échoué de nombreuses fois avant. Qu'est-ce qui a changé? Plusieurs choses. Déjà la direction chez nous, le support de la direction, du fait que la prio de l'entreprise c'est Vitamine, c'est le Design System, et vous devez l'intégrer. C'est un message hyper fort où en gros, en fait, ils n'ont pas forcément le choix, ils doivent l'utiliser. Et c'est beaucoup de l'input. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, nous on a changé de CEO très récemment. Son nom m'échappe. Zut. Ça fait mal. C'est pas grave, ça me reviendra pas. C'est pas grave. Mais du coup, notre CEO, elle a fait toutes les grosses boîtes elle était passée chez Google. Elle a celle qui a dirigé à une époque la Chromecast, celle qui a dirigé une partie de YouTube, etc. Elle a après été au Japon, etc. Elle a une vision qui est ultra tech. C'est notre première CEO qui ne vient pas du magasin, qui a une vision ultra tech. Et donc du coup, quand elle est arrivée, une des premières décisions qu'elle a prises, c'est de dire on arrête de faire tout dans notre coin là. Le design system c'est obligatoire et vous migrez tous dessus là maintenant tout de suite. Donc là déjà ça a un input ultra important. Et après aussi le deuxième facteur, pour pas que ce soit la foire, c'est de se dire la source de vérité c'est Figma. C'est-à-dire que si ça n'existe pas dans Figma, ça n'existera pas dans une implémentation technique. Si c'est pas décrit en termes de spec, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ça n'existera pas en implémentation technique. Et si ce n'est pas dans Figma, ça veut dire que les designers qui utilisent aussi les librairies Figma ne peuvent pas concevoir leurs écrans avec ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils auraient besoin. Alors bien sûr, ils peuvent créer des trucs custom eux aussi. Figma est assez puissant pour construire des choses. Donc ce qui se passe en général, c'est un designer a un besoin, il construit un composant. Il va, s'il détecte que c'est quelque chose qui peut être utile à d'autres équipes, il va le soumettre à la core team. La core team va prendre la décision de savoir où est-ce que ça va. Et en fonction de ça, si c'est la core team, ils vont le prendre chez eux, ils vont le designer, ils vont le réaliser d'un point de vue Figma. Et après, ça va rentrer dans la roadmap technique. Donc clairement, il se passe un temps entre le moment où c'est designé et le moment où c'est disponible dans une release de technique. Donc ce qui se passe en gros, c'est on fait une validation assez rapide d'un point de vue design. S'il y a un besoin urgent d'un point de vue tech, ils le refont eux-mêmes pour l'instant. Et dès lors que ce sera dispo, ils refont un petit refactoring pour du coup utiliser le composant qui va bien, quoi. Du coup, il n'y a pas de... Vitamine ne bloque pas la production. Il y a ils se mettent ensemble d'accord sur le design et ensuite, il y a une intégration locale qui va être refactorée plus tard. Exactement. Okay. Parfois ça dépend de l'urgence. Parfois ils ont anticipé et ça arrive de plus en plus et ils savent que ça va arriver tout ça. Il y a beaucoup de phases de discovery d'un point de vue product management, etc. entouré avec les UI UX et donc du coup ils savent qu'ils vont avoir besoin d'un certain type de composants et donc ils vont déjà en faire la demande. Mais quand il y a l'urgence de la prod, de la feature ou quoi, effectivement ils font d'abord le développement chez eux qui sera une implémentation qui sera beaucoup moins poussée parce qu'elle sera juste spécifique à leurs besoins à eux, donc ils vont pas générer toutes les variantes possibles du composant, etc. Là, la core team, elle va prendre beaucoup plus de hauteur, elle va dire ok, il y a eu ce besoin-là, mais comment est-ce qu'on peut l'adapter en plusieurs variantes, etc. pour avoir d'autres use cases, etc. Et donc là, la core team et la core contrib team vont du coup développer toutes ces variantes-là, quoi. Ok, merci. Oui. Alors merci pour la présentation. Moi j'ai une question.
Alors, tu as parlé que c'était un design system cross-platform. Et finalement, est-ce que vous avez des composants qui vont être disponibles sur une plateforme et pas sur l'autre? Typiquement, moi, là où je travaille, les UX qui viennent du monde du web nous ont proposé un carrousel de modal. C'est quelque chose que nous, on a refusé de faire parce que c'est des composants custom qui sont difficiles à maintenir. Et du coup, ça amène une autre question, c'est comment vous gérez les composants custom qui peuvent avoir un impact lors d'une mise à jour d'un OS et qui sont du coup pas forcément faciles à maintenir. Pour répondre d'abord à ta deuxième question, ça n'arrive pas. Et pour répondre à ta première question, par exemple, le checkbox. La checkbox n'est pas un composant qui est natif de iOS, donc elle n'existe pas dans Vitamine, et elle existe dans l'implémentation Android et dans l'implémentation web. Ce qui se passe, c'est en gros, il y a un composant qui arrive, elle provient généralement d'une plateforme, du web, Android ou iOS. Ce que va faire la Core Team, en plus de concevoir le composant, ils vont écrire aussi des guidelines pour dire, bon, ok, sur telle plateforme, c'est comme ça que vous devez utiliser ce composant-là, sur telle plateforme, c'est comme ça, et sur cette plateforme, donc je prends l'exemple de la checkbox, bah, ce composant-là n'existe pas, mais tu vas plutôt avoir une expérience comme ci ou comme ça, qui va se baser soit sur un autre composant, soit sur une pratique qui est complètement différente. Je ne sais plus exactement comment. Je pense que c'est d'office un switch, un toggle sur SwiftUI, et donc du coup ils vont proposer du coup le toggle ou alors un autre composant, quoi. Donc ça n'arrive pas. C'est juste que on veut être proche de la plateforme et avoir la meilleure expérience, l'expérience la plus adaptée pour le client, pour pas qu'il soit perdu entre différentes apps de sa plateforme, quoi. Merci. Tout bon? Eh bien écoutez, merci beaucoup et bonne soirée à vous tous.